Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Aujourd'hui, les pionniers, édition spéciale au Big. Alors, nous sommes installés ici à l'Accor Arena à Paris, au milieu des 60 000 visiteurs du plus grand rassemblement business d'Europe. Et justement, dans le tête-à-tête aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dufourcq. Bonjour. Bonjour Nicolas, mais vous allez voir qu'en fait c'est plutôt lui qui nous reçoit, qui me reçoit, parce que c'est le big boss du big. Alors c'est un superbe événement, c'est ton bébé, c'est tout comme la BPI d'ailleurs qui est aussi ton bébé, la banque publique d'investissement, qui est une banque publique unique au monde. Ça fait plus de 10 ans maintenant que tu bâtis cette entreprise, enfin cette banque. Tu électrises l'écosystème français en t'engageant aux côtés des entreprises françaises pour valoriser leur savoir-faire et les aider dans leur croissance. Tu es l'auteur du livre La désindustrialisation de la France de 95 à 2015, où tu appelles à une réindustrialisation décarbonée et circulaire de la France. Tu es aussi un fan de musique électro. On en parlera. Tu te ressources en Bretagne, au calme. Et enfin, tu dis, et je ne peux que approuver, que les valeurs des artistes et celles des entrepreneurs sont très proches. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours pour comprendre comment tu l'as construit, justement. Et puis, on plongera dans ton univers. Il y a des drones qui se baladent au-dessus, c'est le principe d'être en direct sur le salon. Et donc, on plongera ensuite dans ton univers pour tout savoir sur l'investissement public en France et sur l'état de l'économie française, rien que ça. Le tout agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca, avec nous en plateau. Notre but, c'est d'explorer ton esprit pionnier, tes émotions, tes apprentissages, pourquoi tu fais ce que tu fais et comment tu le fais. On va rentrer en fait, en quelque sorte, dans ton cerveau. On va comprendre comment tu prends tes décisions. Alors, c'est parti. On va commencer par ton enfance. Ah ouais, directement. Tu es né à Paris en 1963 et tu y as grandi. Nicolas, c'est quel genre d'enfant ? Alors, d'abord, j'étais à l'étranger. J'ai vécu l'essentiel de mon enfance à l'étranger. J'ai habité 4 ans au Japon. Ensuite, j'ai habité à peu près 4 ans en URSS. Ah oui, back in USSR. C'était du temps de Brejnev. Et puis après, j'ai habité un peu plus de 2 ans à Brazzaville, au Congo. Et mon enfance, c'était un mélange de monde du service de l'État, de monde artistique. Et puis j'avais une particularité, moi, c'est que j'étais extrêmement asthmatique, j'étais tout le temps malade. J'ai eu une enfance de gosse qui étouffait. Alors, quand tu grandis, ton père est ambassadeur, ta mère est secrétaire d'État, et ça te donne déjà envie de rejoindre la fonction publique, Rebecca. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez été diplômé de HEC puis de l'ENA, vous êtes sorti inspecteur des finances, vous êtes resté dans le service public de vos 25 ans à vos 31 ans, puis en 1994 vous rejoignez France Télécom pendant une dizaine d'années où vous travaillez aux côtés de la direction. Vous devenez conseiller, directeur de plusieurs branches, jusqu'à devenir PDG de Wanadoo lors de sa cotation en bourse. En 2003, une nouvelle aventure commence et elle durera 10 ans également. Vous entrez chez Capgemini où vous dirigez dans un premier temps la région de l'Europe centrale et Europe du Sud, puis ne cessez de gravir les échelons, directeur financier du groupe, membre du commerce, jusqu'à entreprendre le redressement du groupe au niveau mondial. Encore une dizaine d'années plus tard, c'est-à-dire cette année, en 2023, vous fêtez vos 10 ans à la tête de la BPI, un record que vous vous apprêtez à battre puisque vous venez de rempiler pour un 3e mandat de 5 ans à la tête de la BPI. Alors, à la sortie de l'ENA, tu fais quelques années dans le public, donc, à l'inspection des finances et à la santé. Et en 94, tu rejoins France Télécom, où tu vas mener de grands projets. Qu'est-ce qui t'a incité à plonger dans le monde des télécoms ? Alors, c'était l'époque où la télévision numérique par satellite commençait à faire les couvertures des magazines économiques. Thomson, cette entreprise que la plupart des gens ont oubliée, avait inventé le décodeur digital. Et l'avait vendu à une entreprise américaine qui s'appelait DirecTV, qui était le premier réseau satellitaire de télévision. Et à l'époque, c'était Alain Presta, qui était le patron de Thomson. Et je me suis dit, il se passe quelque chose du côté de la télévision digitale et du satellitaire. Je vais aller aux États-Unis, prendre 15 jours de vacances, perso, pour sentir le truc. J'étais à l'inspection des finances à l'époque.
Et là-bas, au salon de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle le National Cable TV Association Show, j'ai découvert Internet. J'ai découvert, à l'époque ça s'appelait Prodigy, c'était avant AOL. C'était pas le Prodigy, le groupe. Non, c'était les premiers PC, enfin, donc c'était des consoles, c'était pas des laptops, ça n'existait pas, où il y avait un service interactif qui ressemblait au Minitel français, mais en beaucoup mieux, sur ce nouveau protocole. Et je suis rentré en France, et quasiment 3 jours plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le président de France Télécom, en lui disant je veux faire ça chez vous. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc ensuite, justement, tu as mené... Il a dit non. Hein. Ah, au début, il a dit non. Ah oui, il a peut-être pris 3 jours de réflexion. Non. 3 ans. Il m'a dit, oh, attendez, laissez tomber. Internet, laissez tomber. En revanche, venez, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire le changement du statut de France Télécom. Et j'ai accepté d'être bizuté en faisant ça. Donc j'ai été responsable du changement du statut. C'était un établissement public. On en a fait une société et puis on l'a coté. Une fois que c'était fait, je suis revenu en disant je suis venu pour faire un grand groupe Internet. Et là, ils m'ont laissé le faire. D'accord, c'est comme ça que Wanadoo s'est lancé aussi en même temps ou c'est... Absolument, on a lancé Wanadoo en janvier 1996. En fait, on a fait le changement du statut de France Télécom à l'été 95 et on a lancé Wanadoo en janvier 96. Bon, il y a encore beaucoup de gens qui ont des adresses email à wanadoo.fr. Ah, il faut les garder. Message. Ah oui. Gardez-les, c'est collector. C'est collector. Et 9 ans plus tard, en 2003, tu sors du public pour rentrer dans le privé chez Capgemini. Après une aventure Wanadoo quand même incroyable. Hein. Oui, alors tu peux là, il y a plein de jeunes qui décrire le roller coaster. Mais ils ne peuvent pas savoir ce que c'était. On était leader européen de l'Internet quand même, hein, avec des parts de marché dans quantité de pays. On était numéro 1 en Grande-Bretagne, on était un quasi numéro 1 en Espagne, pratiquement à égalité, numéro 1 écrasant en France. On était en Belgique, on était au Danemark, on était un peu partout. Hein. On était en Algérie, au Maroc. Et alors donc après, en gros, il y a eu un rebasculement lié aux usages qui ont évolué sur des technologies plus américaines. Comment tu expliques C'est tout simplement un changement de stratégie qui est la conséquence de l'explosion de la bulle du mobile, puisque l'Internet était très frugal, ne coûtait pas beaucoup d'argent. Le mobile coûtait très cher parce qu'il fallait acheter les licences, déployer les capex, etc. Et les valeurs du mobile ont pris des proportions énormes. Du coup, France Télécom a racheté Orange, a racheté une boîte en Allemagne. C'est surendetté, ça a explosé. Et dans l'explosion, tout a changé. Et donc, ils ont décidé d'arrêter en fait la stratégie d'expansion Internet de Wanadoo, de racheter Wanadoo et de supprimer la marque. Parfois, ça arrive malheureusement dans les entreprises. Et ensuite, donc, tu pars chez Capgemini. Pourquoi tu pars chez Capgemini ensuite? Tu vas y faire quoi? Eh bien, je suis parti chez Capgemini pour être à la manette sur, vous l'avez dit, hein, une région d'abord, puis ensuite numéro 2 du groupe, pour faire d'abord sortir ce groupe de l'ornière avec Paul Hermelin et l'équipe. C'est un groupe qui allait très mal, qui avait vécu une expérience de mort limite. Hein. Et donc il a fallu le restructurer. Pour moi, c'était un nouveau métier complet. J'ai dû malheureusement me séparer d'à peu près 15 000 personnes. J'ai fait ça dans ma vie. Et c'était en 2003 et 2004. Et puis ensuite, on est remonté pour refaire le Wanadoo que nous avons aujourd'hui. Et surtout pour commencer l'expansion incroyable de l'entreprise en Inde. Donc avec Capgemini, pardon. Et donc ce que j'ai vécu dans ces 10 ans de Capgemini, c'est la mondialisation. Et je l'ai vraiment vécu. J'allais en Inde une fois par trimestre pendant 9 ans. J'allais aux États-Unis 3-4 fois par an, tout le temps. Donc j'étais constamment dans l'avion. La mondialisation des années 2000, je l'ai vécu. Et au passage, d'ailleurs, il paraît que tu t'es très bien entendu avec le patron de votre filiale indienne, un brahman, et que tu étais très intéressé par les spiritualités hindoues. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as pratiqué? Qu'est-ce que tu en as appris des spiritualités hindoues? En fait, moi je m'intéresse toujours, c'est peut-être parce que j'ai eu une enfance étrangère. Je me suis toujours énormément intéressé au lieu où j'étais. Donc j'ai vraiment creusé la question de la culture indienne, en lisant la littérature ancienne indienne, le Mahabharata, le Ramayana, en écoutant quantité de musique traditionnelle indienne. Je dois avoir 1,5 m de CD de musique traditionnelle indienne chez moi, et de livres de spiritualité indienne. Et un jour, mon patron de Capgemini Inde m'a dit je crois que tu es prêt. Alors je lui ai demandé mais prêt à quoi? Et il m'a dit prêt à venir avec moi dans un ashram pour rencontrer le Seigneur. Alors là, je me suis dit oh là.
Et donc, mais j'y suis allé. J'y suis allé et ça a été une expérience formidable puisque c'est là que j'ai vu les plus belles salles de méditation que je verrai jamais. Il y a des salles assez grandes où les gens sont tous en méditation intense pendant des heures, quoi. Ils commencent à 6h du matin jusqu'à 14h, 15h, ils ne bougent pas. Méditation pure. J'ai trouvé ça admirable. Commence ensuite l'aventure BPI depuis 2013. Donc le 11 octobre 2012, tu reçois un appel à 1h du matin. Qui c'est qui t'appelle? Emmanuel Macron. C'était la nuit blanche. Donc je revenais d'un concert de musique électro à l'IRCAM, je me souviens très bien. Et j'avais traversé l'église Saint-Méry qui était porte ouverte pour la nuit blanche avec des projections de contenu numérique sur les colonnes, les murs et les rosaces. C'était magnifique. Je sors de Saint-Méry, je commence à rentrer chez moi. Et là, bing, petit coup de téléphone, 1h du matin. Est-ce que tu veux prendre la BPI? Voilà, et je lui dis, mais ça s'appelait pas encore la BPI, c'était... Si, ça s'appelait la BPI. Mais juste parce que c'était une fusion entre Oseo... Non, rien n'existait. Le nom de code du programme de François Hollande, c'était une banque publique d'investissement. D'accord. Dite la BPI. Mais tout le monde appelait... Et moi, je ne savais pas du tout. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait littéralement à l'étranger. Oui. Je n'avais rien vu du programme de Hollande. Je ne savais rien, de rien. Et donc, je lui ai demandé, mais raconte, dis-moi ce que c'est, quoi. Et il m'a dit, il y a un projet entrepreneurial, il faut quand même fusionner 4 boîtes... Oui, c'est ça, c'est Oseo, CDC Entreprises, le FSI. Ouais, c'est ça, il faut s'arranger, il faut s'articuler avec les conseils régionaux aussi, ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent diriger les comités d'investissement, les comités d'engagement, il y a quelque chose à faire, enfin, c'est très très compliqué. Et là, je me suis dit, si c'est très compliqué, c'est pour moi. Oui, t'aimes bien les situations en fait un peu désespérées parce que... Ah non, mais moi, à chaque fois que j'ai pris un job, là je vois qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, à chaque fois que j'ai pris un job, tout le monde me disait, t'es un grand malade. Rentrer à France Télécom, qui était un établissement public, une grosse administration PTT, en sortant de HEC finalement, hein, les gens m'ont dit, ce mec est malade. Rentrer chez Capgemini, qui était en train de tomber littéralement, qui faisait 2% de marge d'EBITDA. À l'époque, en décembre 2003, les gens me disaient, ce mec est malade. Malade. Et prendre la BPI à cette époque-là, vociférante de l'automne 2012, beaucoup de gens m'ont dit, t'es complètement dingue. Ouais, mais en fait, quand tu es dans des situations comme ça, en même temps, les gens te suivent parce que tu proposes une voie de sortie et plus personne te dit non, on va continuer à faire comme avant parce qu'en fait, avant, ça marchait. Tout compris. Moi, j'aime les situations très dangereuses où ceux qui deviennent les leaders sont ceux qui apportent des solutions. Alors, on va passer maintenant à tes passions. Alors, il y en a plusieurs. Alors ton monde à toi, on a compris, c'est le business, l'économie depuis plus de 10 ans. Alors on voit le résultat aujourd'hui, la BPI c'est quand même un succès incroyable. Le Big c'est un peu la face immergée de l'iceberg de tout le travail que vous faites toute l'année. Mais enfin on voit bien, c'est plus de 60 000 visiteurs, 1000 intervenants, 500 ateliers et exposants, 300 conférences en ce moment. Le Bing, la grande scène sur laquelle tu gères la programmation, évidemment, c'est un grand succès aussi. Tous les entrepreneurs connaissent le Big aujourd'hui. Et donc il y a aussi la musique. Ouais. On en a parlé un tout petit peu et c'est l'heure pour nous d'en apprendre un peu plus sur tout cela. Rebecca. Un jour, vous avez dit, pour ceux qui n'imaginent pas ne pas vivre leur temps, ceux qui veulent en être vraiment les contemporains, il est impensable de ne pas connaître la musique électronique. C'est dans une tribune publiée dans Challenge que l'on apprend que vous écoutez de l'électro depuis 1975, notamment grâce à des artistes comme Kraftwerk ou Klaus Schulze. Vous dites que l'électro est la réfraction de la lumière dans une traversée infinie et cristalline de blanc. Vous comparez l'ordinateur à un instrument, comme un outil à la disposition d'une jeune start-up. Peu de barrières à l'entrée, en revanche, plus difficile d'accéder à une réputation, toucher un public et vivre de sa musique. Passion musique électro donc, mais pas que, musique tout court. Vous avez joué de la clarinette pendant une douzaine d'années et vous possédez une grande collection de violons et de violoncelles. Et avec Laurent Bell, le président de la Philharmonie de Paris, vous avez lancé Demo qui finance la création d'orchestres d'enfants dans les quartiers difficiles. Alors cette passion pour la musique, elle t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours? Alors, bon, les violons, c'est le résultat d'une amitié, c'est toujours pareil. Hein. J'ai fait la rencontre d'un luthier extraordinaire qui m'a guidé dans ce monde, qui est un monde, qui est un maquis. Hein. L'instrument, pour moi, c'est un instrument incroyable. C'est un instrument qui plonge directement dans le cœur des femmes et dans le cœur des hommes.
Et un jour, il m'a dit, mais tu pourrais en acheter un pour le prêter à un artiste. Et je l'ai fait, puis un deuxième, puis un troisième, puis j'en suis à mon 6e. Et j'ai 2 violoncelles également. Hein. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils sont tous prêtés gratuitement à des artistes et avec lesquels ensuite je vis. Oui. Littéralement, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à la maison, on fait de la musique à la maison. Qui sont les artistes aujourd'hui qui jouent tes violons? Comment? Qui sont les artistes qui jouent tes violons aujourd'hui? Eh ben, il y en a un qui s'appelle Jean-Marc Phillips, qui est le violon du trio qu'il a monté, hein, le trio Phillips, le trio Wanderer. Il y en a un autre qui s'appelle Alexis Cardenas, qui est le premier violon super solo de l'orchestre d'Île-de-France et qui a son propre ensemble qui s'appelle Recoveco. Il vient du Venezuela, donc il fait du classique et beaucoup de crossover. Voilà, il y a un violon qui est joué par un jeune qui s'appelle David Bayon, qui est formidable. Il y a un violoncelle qui est joué par un jeune qui s'appelle Joachim Birman, enfin bon, peu importe. Hein. Et donc Ils vivent. C'est la famille. Et ils vivent sur tous ces violons. Ils vivent de ces instruments, ils font vivre ces instruments. C'est ça qui est important. La musique électro, c'est autre chose. Hein. Regardez, essayez de vous poser la question de savoir quel est le son d'aujourd'hui. Bon, Là, c'est le son de la connexion entre plein de gens passionnés. Voilà, donc c'est ultra vibratoire. Donc évidemment, vous pouvez vous dire que vous allez vous y reconnaître dans une suite de Bach, mais on va être d'accord. C'est pas une suite de Bach qu'on entend là. On l'entendra ce soir au repos. Ce qu'on entend là, c'est un grand concert de musique électro, quoi, tout simplement. C'est ça que cette musique nous dit. Donc c'est ce que j'ai voulu dire dans cet article. Les musiques contemporaines disent ce que nous vivons, vraiment. Les musiques anciennes disent ce qu'ils ont vécu. Elles nous reposent parce qu'ils ont vécu des choses différentes et moins compliquées que les nôtres. Et alors quel parallèle tu traces entre musique et entrepreneuriat? C'est des entrepreneurs de leur vie, les musiciens. C'est très dur, hein. C'est vraiment très très dur, c'est ultra compétitif. Aujourd'hui, si vous êtes un très bon pianiste, vous avez quoi, 2500 concurrents qui ont exactement le même âge que vous. Honnêtement, c'est ultra compétitif. Et donc, il faut avoir une volonté de faire, la foi du charbonnier. Il faut être capable de naviguer aussi, hein, sa vie, de trouver les occasions de se faire remarquer, de se faire entendre. C'est très très dur. Et donc... les deux sont entrepreneurs de leur vie, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, les deux ont compris très tôt qu'ils avaient une singularité, qu'ils ne seraient pas salariés dans un grand groupe. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est formidable, je l'ai fait moi. Mais ces gens-là veulent être hors du cadre. Oui, puis il y a aussi de la même manière. Il y a le côté, je trouve, le cerveau droit, cerveau gauche aussi, qui est exploité dans les deux. Parce qu'en fait, pour faire beaucoup de musique, il faut quand même être extrêmement technique et émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment maîtriser les deux. Et pour pouvoir passer dans la couche justement de l'art et de l'émotion, il faut maîtriser parfaitement la technique. Sinon, on va faire des fausses notes et donc personne ne peut vraiment rentrer dans le monde de la musique. Pour expliquer ce que c'est que la BPI, je dis souvent qu'on est impresario d'entrepreneurs. On est éditeur d'entrepreneurs, on pourrait dire. Hein. Les entrepreneurs, on les amène leurs manuscrits, on les lit, on les corrige. Parfois, c'est pas publiable. Mais dès qu'on peut les publier, on les publie. Ensuite, on les pousse. Ces entrepreneurs sont dans notre école. Ils sont chez Gallimard. Ils sont chez BPI. C'est notre famille. Et on reste avec eux 15-20 ans ensuite. Hein. Et on publie tous leurs bouquins les uns après les autres. C'est comme ça qu'on ressent la relation. J'ai toujours dit qu'on était une psychobanque. Psychobanque, c'est une banque qui travaille la psyché de l'entrepreneur avant de regarder les tableaux de chiffres. Alors grâce à ton poste justement à la BPI, tu as une vue globale de l'économie française, tu es un petit peu au centre, et que tu as soutenu cette année en y injectant plus de 67 milliards d'euros, donc on parle quand même pas de petit argent. On parle beaucoup de besoins de résilience. Est-ce que tu trouves l'économie française résiliente? Oui. Alors, on n'est pas en récession. La dernière fois qu'on a été en récession, c'était quand? C'était il y a très longtemps, hein. C'était en 2011. C'était il y a plus de 10 ans. Donc l'économie française, honnêtement, elle tient. Et elle tient parce que, d'abord, la consommation est très largement soutenue par des mesures d'État très puissantes, les boucliers, très généreuses. Hein. Mais c'est aussi parce que l'investissement tient depuis maintenant très longtemps. Et si l'investissement tient, c'est parce que les entrepreneurs ont un moral d'acier. En ce moment, franchement, avec des taux d'intérêt qui ont monté, l'énergie qui est chère, les recrutements impossibles, parce que tous les jeunes qui sont ici ont envie d'être entrepreneurs, c'est super, hein, mais les entrepreneurs, eux, n'arrivent pas de recruter de jeunes. Ils n'y arrivent pas. Bon. Donc il y a un déficit de recrutement qui est universel. Normalement, les entrepreneurs devraient se dire, bon, ça suffit, c'est trop dur. Mais pas du tout. 55% des entrepreneurs disent qu'ils veulent investir maintenant. Donc c'est très réconfortant. Ils sont forts, beaucoup plus forts qu'il y a 15 ans. Hein. Ils ont une psyché qui est solide maintenant.
Et est-ce que tu penses que les entreprises françaises sont en bonne position justement pour avoir un impact aussi sur les enjeux environnementaux qu'on connaît? Les entreprises françaises de toute taille sont très bien positionnées. On a les grands groupes qui sont des groupes mondiaux comme Veolia, comme Suez, comme Air Liquide, qui sont complètement positionnés là-dessus. D'accord? C'est des leaders mondiaux, hein. C'est la fierté française. Et puis on a un écosystème de start-up dans la transition, de green tech, qui est énorme. On a des grandes entreprises dans le photovoltaïque, l'éolien, qui sont très compétitives. Engie, je le cite, Total Energy, qui fait un travail énorme de repositionnement vers les énergies durables. Donc c'est toute la communauté qu'on appelle le coq vert ici, hein. Le coq vert, c'est toute la communauté de ces entreprises qui sont militantes et en même temps qui ont quelque chose de très technique à apporter. Je pense qu'il y aura des innovations mondiales fondamentales qui viendront de France et qui vont aider la transition. Alors on va pouvoir passer maintenant à notre dernière petite séquence. Oui. C'est une séquence qui est un quiz. Oh. Alors voilà, donc c'est un quiz assez rapide. Alors pendant 1 ou 2 minutes, je te pose plein de questions. Oui. Et tu dois répondre en Vite. quelques secondes. Voilà, ça va vite. T'es prêt? On est parti. Alors, pourquoi est-ce que tu es fier des entreprises françaises? Parce qu'elles ont ce mélange de créativité flamboyante et de performance opérationnelle. C'est ça que je vois. Le panache. Enfin, oui. Dit Et autrement, le la professionnalisme. planète sans les entreprises françaises, c'est pas la même. Si tu avais pu monter une entreprise, ce serait laquelle? Si j'avais pu, j'en ai monté moi plein. J'ai beaucoup échoué. Ah oui, non, mais une autre alors. J'ai monté 5 entreprises, donc j'ai fait de l'agroalimentaire, j'ai fait du plastique, j'ai fait de la formation professionnelle, j'ai fait de la publicité sur le toit des taxis, j'ai fait de la vente d'affiches aux États-Unis. Il n'y en a qu'une qui a marché, qui a remboursé les dettes de tous les autres. Ah, voilà. Mais c'est un peu Bon, le principe si- de l'investissement d'ailleurs, hein. Il y en a une qui marche. Mais il y avait trop de capex pour un jeune, j'étais pas assez riche. Mais j'ai tout appris, voilà. Et alors, est-ce qu'il y en a une aujourd'hui qui existe que tu aurais voulu monter? Monter la BPI, Ah ben voilà, bah tu l'as fait. Ouais, non. Alors donc tu étais en parfait complètement alignement à ma place, moi. t'es complètement à ta place. Alors, capital investissement ou capital risque? capital investissement ou capital risque. Je pense que la frontière est poreuse maintenant, hein. C'est d'ailleurs un sujet. C'est qu'on a besoin d'avoir des investisseurs qui ont les deux cultures. Attention, on change de sujet. Kraftwerk ou Klaus Schulz? Ah, Kraftwerk. Klaus Schulz est un peu prétentieux. Robert Miles ou Underworld? Underworld. Daft Punk ou Massive Attack? Daft Punk. C'était l'hymne, c'était l'un des premiers hymnes de Wanadu. Si tu devais écouter un morceau en boucle, ce serait lequel? Un morceau en boucle? Ouais. Ah, alors c'est Stevie Wonder et ça s'appelle Seeds and Stars. Seeds, donc les graines produisent des étoiles, Ouais. des étoiles produisent des graines. C'est un morceau incroyable. Je peux le mettre 10 fois de suite. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 20 ans? Quand j'avais 20 ans, j'aurais aimé qu'on me dise... je sais pas, moi j'étais plutôt gâté. 20 ans, ça va. À 20 ans, je suis rentré très très jeune à HEC. J'avais entre 17 et 18 ans. Et donc, 20 ans, je commençais à sortir d'HEC. Hein. Et donc, j'étais dans mes épreuves pour rentrer à l'ENA. Et ça va, j'ai eu la bonne quantité de gens qui me disaient « tu vas y arriver ». Bon, pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? La plus belle phrase, je leur dirais venez créer votre start-up en France. Merci de t'être prêté au jeu et de nous avoir fait rentrer dans ton univers, dans ton monde, dans le monde de tout l'écosystème des startups en France et de la BPI. Merci beaucoup, Merci à toi, Nicolas. Eric. Un immense merci pour tout ce que tu fais tous les jours et pour t'être prêté au jeu ici dans l'émission.